Et coucou, bienvenue dans Indompté. Aujourd'hui, j'accueille Andy Bous et on parle de la réussite. Bonne écoute. Eh bien, bonjour Andy. Bonjour. Je te reçois aujourd'hui donc dans le 5e épisode du podcast Indompté. Et avec toi, j'avais envie de parler de réussite, de rêve et aussi un petit peu des femmes dans le milieu équestre. On va voir ça sous différentes questions. J'ai pour habitude de présenter mes invités par un petit acrostiche. Est-ce que ce mot te parle ? Non. C'est un mot rigolo à dire en plus. Un acrostiche, donc, c'est quand tu prends chaque lettre du prénom d'une personne ou d'un mot et en fait, tu en fais des mots à chaque fois. Donc, ça va me permettre de te décrire ou, pas forcément que toi, mais en tout cas ce qui t'entoure. Et tu me corriges, bien sûr, si je dis n'importe quoi. Donc, j'ai pris par contre ton vrai prénom. Andrew, ouais, désolée pour l'accent, mais... Non, pas de problème. parce que le Y m'embêtait, donc j'ai fait autre chose. Donc, A comme australien, tout simplement, c'est ton pays d'origine. N comme natural horsemanship, donc c'est ton sujet principal. D comme drôle, c'est quelque chose qu'on voit souvent quand on te côtoie un petit peu, et puis même dans ta communication, t'hésites pas à le montrer, et c'est quelque chose... qui peut être un détail pour certains, mais qui m'est cher, parce que j'aime bien être à l'aise avec les gens, et je trouve que c'est une bonne manière de l'être. R comme rigueur, parce que c'est pas parce qu'on est drôle qu'on peut pas être rigoureux. En tout cas, ouais, dans l'éducation des chevaux, je pense qu'il en faut pas mal de rigueur, et c'est ce que tu nous apprends avec Nadia aussi, donc c'est très chouette. E comme éducation, du cheval bien entendu. Et W, alors attention, c'est pas pour te définir, mais c'est pour partir sur un mini-débat. J'ai mis whisper, parce qu'on parle souvent de chuchoteur, mais bien évidemment, c'est pas vraiment ce qui résume ce que tu fais. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ta manière de travailler, c'est justement que tu montres, et tu le dis dans tous les séminaires, les stages, etc., que c'est pas un don, c'est pas quelque chose d'un peu de mystique ou quoi, ou de chuchotage, mais tu essayes vraiment de prouver aux gens que c'est faisable avec tout le monde, et tu dis souvent une phrase, si je l'ai fait avec un zorse, vous pouvez le faire avec votre propre cheval. Donc ça, je trouve ça chouette, parce que ça donne envie aux gens de se dire, moi aussi je peux le faire, quoi. Oui, totalement. Est-ce que ce petit acrostiche te convient ? Oui, absolument. Nickel. Oui, c'est à l'aise avec toutes ces choses-là. Bien, j'aurai de la partie whisper, un petit peu chuchoter, murmurer, un peu comme une métaphore, parce qu'il est vrai que la communication, quand c'est bien fait, c'est très très subtil. Et même si littéralement on ne murmure pas à l'oreille d'un cheval, on essaie de diminuer nos gestes, nos actions, nos aides vers quelque chose presque imperceptible. Et j'aime ça pour plusieurs raisons. Un, parce que les aides plus fines sont plus éthiques. Et aussi parce que ça demande à l'animal d'écouter avec un petit peu plus de concentration. Et que plus qu'il est concentré sur moi qu'il est concentré sur autre chose. Donc, toujours d'amener le langage comme une métaphore, d'amener le langage plus vers murmurer que crier. Oui, c'est pas parce qu'on parle plus fort qu'on comprend mieux les choses. Non, ça, c'est sûr et certain, oui. Ok. Donc je commence avec les petites questions. L'idée c'est d'être dans un échange. Si tu as des questions en retour, etc., tu n'hésites pas. Première chose, cette semaine, tu racontais qu'une personne t'avait dit il y a quelques années que tu n'avais pas forcément l'air d'être fait pour courir. Et aujourd'hui, tu prépares des marathons. C'est quoi pour toi la différence entre quelqu'un qui veut faire quelque chose et quelqu'un qui finit par le faire vraiment ? Je pense qu'il y a une énorme différence entre une décision, une résolution et un engagement. Et ça, c'est probablement relativement plus récent dans ma vie que j'ai bien séparé les choses. Je pense que c'est très facile chaque année de faire une résolution de nouvel an et dire l'année prochaine, je vais perdre 3 kilos et en fait, on ne perd pas. L'année prochaine, je vais faire ça. C'est un truc drôle sur Facebook que j'ai vu, quelqu'un qui dit l'année prochaine, je veux gagner plus d'argent et perdre quelques kilos. Et chaque année, c'est l'inverse. Mais moi, je pense que cette manière de prendre un engagement, et c'est un sujet très, très vaste. Mais une chose qui fonctionne un petit peu pour moi aussi, c'est de brûler mes bateaux. C'est une histoire antique. C'est quelqu'un qui a envahi une île grecque et qui, quand il a pris l'île, il dit brûle le bateau. Comme ça, on est obligé de gagner. On est obligé de prendre l'île parce qu'on ne peut pas partir.
Et je pense brûler le bateau, c'est une bonne idée. Une manière de faire ça, parfois, c'est d'engager et de limite t'obliger le mieux que tu peux. Il y a plusieurs manières de faire. Parfois, je mets un engagement de poids ou quelque chose sur le frigo. Comme ça, j'ai obligé de marquer mon poids sur le frigo avant que j'ouvre le frigo. Donc, c'est un petit truc, mais un engagement plus par rapport de le... J'aime courir, j'aime bien échapper, évader, j'aime bien la forêt derrière, j'aime bien faire ça. Et donc, je voulais courir un petit peu plus et chaque fois que j'ai démarré, j'ai arrêté un petit peu et après je redémarrais, ça faisait un petit peu mal et j'ai arrêté. Et j'étais toujours en train de faire un petit peu, arrêter, faire un petit peu et je me suis dit, si je mets un engagement et que j'achète un place dans le marathon de Paris dans 6 mois, ça va m'obliger de faire. Et c'est ça que j'ai fait l'année dernière. J'ai dit, OK, je fixe. Marathon de Paris, c'était en avril cette année. 6 mois avant, j'ai fixé l'objectif et j'ai eu un plan d'entraînement. Et je suivais ce plan d'entraînement, mais c'était un petit peu obligé de suivre le plan d'entraînement parce que sinon, j'ai acheté la place, j'ai acheté le t-shirt, j'ai acheté le dossage, j'ai réservé l'hôtel. Même le mois avant, à La Rochelle, j'ai réservé l'hôtel. C'était moins cher si on prend pas d'annulation. Oui, Donc, ok. c'était limite obligé. Oui, finalement, j'ai pas de l'argent, mais je m'obligeais un petit peu de le faire. Et parfois, j'aime bien de fixer une date, d'écrire un objectif, de dire à quelqu'un que j'ai l'objectif. Comme ça, eux, parfois, ils te disent, hey, oh, hey, ça, t'as dit qu'on va filmer ça à cette date-là. Eh oui. Prendre un stand dans un salon. C'est un engagement. Maintenant, c'est fait. Il faut que le cheval est prêt, il faut que moi je suis prêt, il faut que tu es prêt. Il faut le faire. Donc, un engagement, c'est quelque chose d'un petit peu plus sérieux qu'une résolution ou une décision. Et je pense qu'il y a tellement de gens avec beaucoup d'idées. Il y a tellement de gens avec beaucoup d'idées. Mais entre j'ai une idée et j'ai un engagement, là, je m'oblige de le faire. Et comment je m'oblige? Est-ce que c'est parce que j'ai écrit? Est-ce que c'est parce que c'est marqué? Est-ce que c'est parce que je disais à ma femme que je fais ça à cette date-là? Est-ce que c'est parce que c'est réservé? Est-ce que c'est pré-réservé, acheté? Je ne sais pas, mais... Et là, je fais et je suivais le parcours d'entraînement et c'était tout un parcours très fascinant de difficultés, de réussites, d'échecs, de blessures, de bons moments, de mauvais moments. Et finalement, j'ai arrivé aux lignes de départ de le marathon de Paris, totalement préparé, peut-être pas, mais j'ai fait le marathon, j'étais content de créneau et j'ai passé un bon moment et j'étais très fier de la réussite. Et parfois, c'est pareil, je fixe l'objectif, je m'oblige de le faire, je réfléchis à ça, qu'est-ce qui se passe si je ne fais pas? Si je ne fais pas, je vais juste arrêter comme chaque fois avant. Si je le fais, qu'est-ce que c'est le joie de la réussite? Je vais être très fier. Et pour une fois, je peux dire, oui, j'ai couru un marathon. Est-ce que c'est important? Non, mais c'était toujours quelque chose qui m'a fasciné. Et c'est pour ça que aussi, je pense qu'il y a c'est partie de mon personnage, mais quand quelqu'un me disait, tu peux pas, là, c'était sûr. Ça Limite, motive. c'était confirmé. Quand j'étais quelqu'un dans un salon ou dans un concours quelque part, je disais, ah oui, moi j'ai acheté un place pour le marathon de Paris. Et il me regarde et dit, mais jamais, tu veux pas réussir. Et là, c'était limite comme, OK, c'est décidé, c'est sûr. Maintenant, je vais le faire. Et je ne pouvais pas ne pas le faire parce qu'il a dit que je ne peux pas. Ouais, oui. Et même les gens qui travaillent ici, même Nadia et d'autres, ils savent très bien. Dites-lui qu'il ne peut pas, il veut le faire. Mais c'est un truc un petit peu têtu, mais parfois, ça me pousse Ça aide, ouais. de le faire. Mais de vraiment définir la différence, je pense que soit clair avec soi-même sur qu'est-ce que c'est un engagement, comment tu fais pour t'obliger. Je m'oblige de le faire. Et de bien structurer l'obligation de dire, OK, pourquoi j'ai besoin de faire? Pas même plus important de comment je vais faire le marathon. On s'en fout. Pourquoi tu fais le marathon? Tu fais le marathon parce que c'est un challenge, parce que tu peux réussir de faire quelque chose, parce que c'est bien pour la santé, parce que tu veux être fier, parce que tu veux traverser l'inconfort pour arriver, parce que tu veux quitter ton zone de confort. Et chaque fois que tu fais, c'est comme le stretching d'un muscle. Chaque fois que tu quittes ton zone de confort, tu deviens plus souple, tu es habitué à ça. C'est pas juste un jour tu mets le micro et tu passes devant un millier de personnes et tu es à l'aise avec ça. Il y a tout un parcours pour arriver. Il n'y a rien qui vaut la peine à l'intérieur d'une zone de confort.
Donc, dans toute cette obligation, il y a toute une structure de, OK, je vais quitter mon zone de confort, ça va me faire du bien, ça va m'améliorer comme personne, ça va être bien pour mon corps d'avoir un objectif de fitness. Et ce plein d'autres choses avec le chevaux et avec mon parcours, j'ai dit, OK, je vais arriver. Je ne sais pas comment parfois, mais je vais arriver. Et souvent, je pense que les gens, ils pensent de comment ils veulent faire et ils ne font pas. Mais à partir du moment qu'on est un très fort pourquoi, le pourquoi est beaucoup plus important que le comment. Mais quand on est un fort pourquoi, on arrive, si c'est juste comment faire, je pense qu'on tombe dans les difficultés et ça devient c'est trop dur. Je ne fais pas. C'est trop inconfortable. Et avec le cheval, c'est important qu'on amène le cheval, on ne laisse pas le cheval écouter tous ses instincts naturels. C'est pour ça même natural horsemanship, c'est un oxymore un petit peu, parce que ce n'est pas naturel de monter un cheval. Et si le cheval écoute ses instincts naturels, ça ne va pas le faire. Il faut qu'il écoute son éducation. Si moi j'écoute mes instincts naturels disent reste à la maison, ne bouge pas, ne te rends pas inconfortable, il y a trop de risques. Pourquoi faire un salon? Tu te mets devant les gens, si tu fais une erreur, si ça ne marche pas, tu transportes. Il y a tellement de risques. Pourquoi prendre le risque? Si tu ne prends pas le risque, tu n'avances pas. Donc, le pourquoi est plus important que le comment. Comment je vais faire? Je vais trouver. Mais à partir du moment que je sais pourquoi, c'est parti pour le show. Et pourquoi je voulais faire un marathon? Pourquoi je fais un salon? Pourquoi je me mets devant la caméra? Pourquoi je lance un club en ligne? Pourquoi je fais ci? Il y a tout un pourquoi, mais après, on dit, OK, maintenant j'ai décidé que je vais faire, je vais voir comment. OK, donc engagement et le pourquoi. Très bien. Le pourquoi et l'engagement, oui. Ces deux choses-là, ça aide énormément. Mais si on n'a pas de pourquoi, on n'avance pas. Si on ne fait pas un engagement, on n'avance pas. Si on écoute les peurs, c'est instinctif. Le cerveau, il est là pour garder l'organisme vivant. Donc, lui, il ne veut pas que tu fasses ça. Lui, il veut trouver de multitudes de raisons. Ouais. Rester dans ton zone de confort, fais pas ça. Demande quelqu'un d'autre de faire. Il y a plein de choses, mais surtout, ne te rends pas inconfortable et ne prends pas le risque. Et je pense que c'est trop facile d'écouter, mais c'est important de ne jamais... C'est drôle ce que je vais dire, mais je pense qu'il faut se méfier de devenir confortable. Si on devient trop confortable, souvent c'est là où il y a un missile qui arrive de l'autre côté. C'est lui qu'on n'a pas vu. Mais si on est toujours en train d'avancer et pousser, je pense que la chose va bien. Sans être un obsédé de la réussite, mais ça c'est un sujet sur lequel on va parler bientôt. Très bien. Justement, belle transition, merci. En France, la réussite... C'est mon premier interview en plus. Donc en France, justement, la réussite, c'est un sujet un petit peu délicat, parfois tabou. Toi, tu as travaillé du coup dans plusieurs pays. Comment tu perçois cette mentalité-là? C'est très intéressant, culturellement parlant, que l'Australie, tu as le droit de réussir, mais fait ça subtilement, avec politesse, avec diplomatie, et tu n'as pas le droit de marcher sur les autres. Il y a deux manières de réussir. Tu peux être le meilleur ou tu peux écraser les autres. Le deuxième, c'est très très mal vu en Australie. Mais le premier, c'est OK. Tu peux réussir, il n'y a pas de problème. Mais si on descend dans les autres, ça c'est pourri. On ne fait pas ça. Et même sur le réseau social, même sur les vidéos et tout ça, moi je vais faire mon mieux, mais je ne vais pas descendre les autres pour être mieux qu'eux. Parfois les autres ne font pas pareil, mais je pense que c'est important et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris chez Pirelli aux États-Unis. Il y avait un système qui était assez intéressant, des apprentis qui démarraient chaque année, on était en vingtaine. La deuxième année, il invite une dizaine de continuer. Troisième année, il invite 5 de continuer. Et en finale, il invite un de rester et être son assistant. Okay. Donc sur le 20, dans 4 ans, il ne reste qu'un. Et pour devenir la 1, tu peux essayer de descendre les autres ou tu peux juste essayer d'être le meilleur. Et il y a plusieurs qui ont essayé la technique numéro 2. Oui, ils se auto-effacent. Donc j'ai trouvé pour réussir, ça c'est un petit peu la notion australienne, tu peux réussir mais ne marche pas sur les gens. Tu n'as pas le droit de faire mal à quelqu'un d'autre pour être sur l'auteur. Si tu arrives à l'auteur, c'est OK, à partir du moment que tu n'as pas poussé les autres vers là-bas. Aux États-Unis, ce n'est pas très important comment tu arrives, c'est juste important que tu arrives. La réussite est très très bien vue et c'est le rêve américain. La réussite, c'est le rêve. Tu existes pour réussir. Même si tu ne réussis pas, fais semblant.
parce que tu vas acheter une voiture que tu ne peux pas vraiment acheter, mais c'est d'avoir et montrer aux gens que tu as réussi. Parce que comme ça, tu as réussi le rêve américain. Totalement différente que la réussite en France. Si tu réussis en France, et même si tu peux avoir une belle voiture, fais attention. Enfin, moi, je peut-être pas dans la position d'avoir un Porsche, mais si je pouvais, je ne pense pas que je l'achète. Ouais. Tu vois, j'ai un bel Volkswagen ou quelque chose comme ça. Mais, et c'est vrai, entre même un bel Porsche d'occasion et tout ça, c'est pas haut de prix. Mais je ne vais probablement pas acheter parce que je ne veux pas que les gens regardent. Oh, regarde, tu vois, il réussit. Donc, évidemment, pour réussir, il est marché sur les autres, qui n'est pas forcément vrai. Parfois, tu as aidé tellement de gens que tu as aidé toi-même en aidant les autres et tu as réussi comme ça. Et une entreprise bien faite, surtout dans tout ce qui est enseignement et tout ça, limite, vendre, c'est aider. Pourquoi je vends des programmes en ligne? Pour aider les gens. Tu vois, c'est pas, je prends pas, je donne. Mais pour que je peux donner, il faut que je paye les employés, il faut qu'il y ait plein de gens qui doivent m'aider. C'est pas moi qui porte l'entreprise, hein. C'est tous les gens. Je suis très, très bien entouré. Sans être entouré, ça ne marche pas. Mais tous les gens qui m'entourent, il faut qu'eux, ils réussissent aussi. Donc, en occupant de mon réussite, il faut que j'occupe des autres réussites, mais il faut que c'est pour un bon pourquoi, qui revient un petit peu sur la première partie. Tu mets le pourquoi, tu réussis. Si tu fais ça pour un mauvais pourquoi, si tu réussis pour réussir, je pense que ça va être compliqué. Si je fais ce que je fais que pour gagner plus d'argent, ça se sent, c'est pas bon. Je deviens un coach pour gagner beaucoup d'argent. Ouais, non, mais est-ce que tu deviens un coach pour aider les autres ou est-ce que tu deviens un coach pour gagner beaucoup d'argent? Il y a deux types de coachs et tu vois très bien la différence entre les deux. Donc, si on reste sur un pourquoi assez pur, je pense qu'on peut aider les autres et on peut réussir. C'est dommage que c'est mal vu dans le sens que je pense que ça provoque beaucoup de jalousie, la réussite. Parfois, les gens interprètent la réussite, mais ils n'ont aucune idée. Personne ne connaît ma vie. Moi, je ne mets pas ça sur Facebook. Personne ne connaît. Quand je suis en difficulté, personne ne peut savoir. Quand tout va bien, personne ne peut savoir. Mais personne ne peut savoir parfois. Oui, mais il va être un milliardaire et tout ça. Écoute, moi, j'ai un hara, donc c'est compliqué. Et le plus que les choses avancent, j'ai investi pour que les choses avancent. Donc, ça tourne. Mais le réussite, ça c'est une autre question. Qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que ça peut être? Mais pour moi, c'est vraiment, pas vraiment qu'est-ce que c'est la réussite, mais on va parler de ça dans quelques instants. Mais c'est de voir cette différence culturelle. Et j'aime bien la version australienne. Je trouve un petit peu dommage en France parce que certains, peut-être, ils réussissent pas par peur de réussir. Si ça, c'est un drôle de peur, mais je suis sûr et certain que ça existe. Clairement, oui. Donc, il ne faut pas avoir peur de réussir. Il ne faut pas avoir honte de réussir non plus. On a tout à fait le droit de réussir. Si je peux réussir, bon, on revient sur la question suivante, mais si je peux réussir, je vais le faire. Mais c'est vrai que l'interprétation, selon chaque culture, et je trouve ça un petit peu dommage que ça provoque la jalousie. Je pense que la jalousie, c'est parfois quand je suis attaqué sur Facebook et autre chose, c'est les autres c'est la réflexion d'eux-mêmes. Eux, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas probablement fait le nécessaire, mais au lieu de dire bravo, toi tu as réussi, moi il faut que je fasse plus l'effort, ils te crachent dessus, mais c'est leur problème à eux. Et le plus que je suis lucide sur le fait que quand quelqu'un dit « Ouais, mais bon, sa usine, suive-le de mouton, blablabla, et plein d'autres choses », j'ai dit « Oui, c'est dommage parce que, tu te limites toi-même. Et en plus, en étant si négatif, en crachant sur les autres, le poison, c'est toujours quelque chose qui revient. Ouais. Quand toutes les flèches sont des boomerangs, pour être un petit peu australien. Tu jettes une flèche, t'inquiète pas, il revient. Et il cherche le cœur de celui qui est jeté. Donc, quand tu commences à faire ce genre de choses, c'est toujours le gens qui finit aigri et tout ça. Donc, c'est plutôt dommage pour eux, mais je n'ai jamais le temps de faire 1 kilomètre de plus pour quelqu'un qui va dans l'autre sens. Donc, je le laisse, qu'est-ce qu'on dit en France, laisser pisser. Oui. Et j'aime bien cette phrase. Donc, je le laisse pisser.
qu'est-ce que mon ami Thierry Lhermitte, l'acteur, il disait, le chien aboie et la caravane passe. C'est vrai. Donc, Exactement. je laisse le chien aboie et moi et mon caravane, on passe. Oui, puis en fait, c'est vrai que moi j'ai de plus en plus de mal avec les gens qui critiquent les autres. Enfin, je trouve que c'est une perte de temps. Autant s'en inspirer. Si c'est quelqu'un, au final, quand il y a de la jalousie en général, autant s'en inspirer et puis se dire, bah ok, je vais travailler pour peut-être arriver à son niveau, quoi. Beaucoup mieux d'inspirer. Chaque fois que je vois une réussite, moi je cherche parce que la réussite, ça laisse des traces. Ouais. Et derrière chaque réussite, il y a des traces. Il faut juste trouver, OK, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait. Même, j'ai dîné avec quelqu'un récemment, il y a 2 jours, qui a une entreprise dans le coin qui fait des mannequins et tout ça pour des grandes boîtes de luxe et tout ça. C'est fascinant. J'ai dit, wow, dites-moi plus. Et comment, oui, on prend le bois et après on fait un truc. Sans doute, je peux apprendre quelque chose en discutant avec lui. Parce que c'est une belle réussite. Et inspirer, oui. Rejeter, cracher dessus, juger, critiquer. Mais souvent, tout ce qui est jugé, critiqué, ça vient d'un peur. Ouais. C'est compliqué d'admettre, mais le peur derrière le jugement, les critiques, il y a toujours quelqu'un qui a un peur ou un mal. Et donc, à partir du moment qu'on dit, bah, le pauvre. Oui, ça aide justement à laisser passer, de savoir que ça vient de lui le problème. Personne, en étant honnête, personne veut dire qu'on n'est pas blessé. Quand on est critiqué, on est blessé. Et on préfère de ne pas être. Mais sur un autre côté, il ne faut jamais imaginer que tu peux réussir sans être critiqué. Oui. Pas possible. Et tu ne veux pas être beaucoup aimé sans être un peu détesté. C'est juste, malheureusement, c'est impossible. Donc, à partir du moment qu'on est clair sur ça, je préfère que personne ne m'aime pas et parfois, oui, je déteste, il est comme ci, il est comme ça. Je dis, ouais, mais tu ne me connais pas parce que je ne suis pas assez facile à détester que ça. J'essaie de ne pas être une mauvaise personne, je fais mal à personne le mieux que je peux. Est-ce que je fais les erreurs? Sans doute, même avec le chevaux, même avec... Tu vois, personne n'est parfait. Mais quand je suis critiqué, ça fait aucun plaisir, mais je sais d'où ça vient et ce n'est pas moi. C'est pas ma faute, c'est pas pour déculpabiliser, mais probablement c'est un mal en face qui crache le mal sur moi, mais c'est pas mon mal à moi. Ok. Ce qui nous mène donc à la question suivante. La réussite, pour toi, c'est quoi? Oui, c'est une vaste question et déjà, je sais que je parle beaucoup avec chaque question, donc on va être là jusqu'à tard, mais c'est vrai que c'est pas... Souvent, les gens pensent que c'est réussite en entreprise, c'est réussite parce qu'il y a toutes les vies professionnelles, il y a toutes les vies personnelles. Les deux sont très compliqués à équilibrer, je trouve. Je ne maîtrise en aucun cas pas. Il y a plein de gens qui peut-être peuvent imaginer qu'ils maîtrisent. On peut maîtriser un secteur. Parfois, ma vie professionnelle va bien. Ma vie personnelle était négligée, c'est ça? Ouais. Était un petit peu mis à côté ouais. parce que il y a de l'eau dans un verre, mais il y a une limite. Et si je mets beaucoup ici, je n'ai pas assez pour ces plantes là-bas. Et si j'arrose ces plantes là-bas et je laisse celui-là, il commence à dire, oh, ta vie perso va bien, mais bon. Et c'est compliqué. Quand il y a un qui va mal, ça ne fait pas de bonnes choses pour l'autre non plus. Donc, je trouve que entre la vie personnelle, la vie professionnelle et tous ces différents aspects qu'on doit essayer d'équilibrer, c'est pas facile. La vraie réussite, c'est de trouver cet équilibre que je trouve, comme je disais, très, très compliqué. Mais moi, j'ai un ami irlandais l'autre jour, il disait j'étais en train de marcher avec mon fils vers l'école et il y avait moi, ma femme, mon fils et le soleil qui lève. Il dit, est-ce que la vie peut être mieux que ça? Et je me suis dit, tu vois, ça c'est une énorme réussite. Et lui, quand il parlait avec moi, il disait souvent, oui, mais comment tu as fait? Est-ce que tu filmes? Est-ce qu'il y a une structure dans tes vidéos? Comment tu as fait pour aider autant de gens? Et comment tu as fait pour avoir une entreprise qui... Mais sur un côté, lui, il peut faire ça. Moi, je n'ai pas ça, pas chaque jour au moins. Moi, je foirais un petit peu sur ce côté-là. Et c'est très compliqué de dire, OK, qu'est-ce que c'est la réussite? Est-ce que c'est d'avoir une bonne vie familiale? Est-ce que c'est d'avoir une entreprise qui marche? C'est vrai que l'argent, c'est quelque chose qui va et qui vient.
Donc, je pense qu'il y a plein d'autres choses. Il y a aussi notre santé. Parce que moi, je pouvais travailler un petit peu plus et je pouvais devenir peut-être un des plus riches dans tous les cimetières. Quel intérêt? Tu vois, je suis plus riche que le gars qui est enterré à côté. Donc là, ça m'intéresse non plus. Mais c'est tous ces équilibres que je trouve. Est-ce que je suis mentalement bien? Est-ce que je suis physiquement bien? Est-ce que je suis émotionnellement bien? Est-ce que ma vie personnelle va bien? Est-ce que ma vie professionnelle va bien? Et je pense que la vraie réussite, c'est de trouver un équilibre dans tout ça. Qui en aucun cas, c'est comme la compétence avec le chevaux. J'ai jamais dit que c'était facile. J'ai dit que c'est simple. Quand on a un petit peu de structure, on peut dire, OK, il faut que j'ai équilibré ces choses-là. C'est relativement simple à dire et c'est simple à identifier. C'est juste un petit peu compliqué à faire. Donc, c'est simple, mais c'est pas facile. Ouais. Donc, la vie, c'est simple, mais c'est pas facile. Et il ne faut pas chercher que ce soit facile. Parfois, les gens, ils veulent, je veux être heureux. Je pense que heureux, c'est un petit peu un cliché, mais heureux, c'est le chemin. C'est pas quelque chose que tu arrives, je vais arriver d'être heureux. Ben non. C'est pas la destination, c'est pas quelque chose où tu arrives, c'est de faire le chemin et après essayer de faire le mieux que tu peux et équilibrer toutes ces choses-là. Mais la vraie réussite, je pense que c'est équilibrer le mental, l'émotionnel, le physique, la vie professionnelle, la vie personnelle et surtout que quand c'est bien équilibré, de trouver un petit peu de paix. Parce que parfois, le cherche de la réussite, on finit par comme un hamster sur la roue. On est comme ça, de dire, oui, super. Il n'y a pas de tranquillité. Je pense que c'est peur quand on arrive. Et parfois, ça nécessite beaucoup de boulot un peu tôt pour surfer sur la vague un peu tard. C'est comme on paddle jusqu'à la bonne vague. Mais il faut quand même investir de soi. Il faut souffrir. C'est compliqué, mais décision difficile, vie facile. Oui. Décision facile, vie difficile. Tu vas choisir le chemin compliqué. Le vie va peut-être être vraiment passionnant. Choisir le chemin facile, bouf. Ouais. Donc, ça peut être interprété, ce que j'ai dit peut être interprété dans plusieurs manières. Ça ne veut pas dire être un sado et choisir de souffrir. Mais si tu veux réussir et tu penses que tu peux réussir en restant dans ton zone de confort, pour moi, non. Rêve. Ouais. Et c'est un rêve sans action reste un rêve. C'est juste un rêve. Complètement. Et beaucoup de gens qui rêvent, mais entre rêve et réussir, il faut quitter cette zone de confort. Sinon, le rêve, il reste un rêve. Ouais, l'équilibre, je pense que c'est une bonne réponse. Compliqué, hein? C'est pas facile, effectivement. Donc le monde du cheval, en France en tout cas, et surtout dans l'éducation, on peut le voir ici, notamment sur les formations pro, il est très féminin. Est-ce que tu as une théorie là-dessus? C'est différent aussi selon, parce que d'avoir passé dans plusieurs cultures. Dans la culture cowboy, western et tout ça, c'est assez masculin. Ouais. Et même la culture horsemanship, où j'ai démarré dans les années 80, dans le stage d'ébrage et tout ça, il y avait quelques femmes. Ouais. Mais principalement de cowboys un petit peu rustiques et attirés par, comme le rodeo, quoi. C'était aussi, à l'époque, c'était un petit peu ça aussi. Donc, c'était un petit peu plus masculin. Je pense dans le milieu dans lequel on travaille, l'équitation éthologique ou l'éducation de cheval, ça nécessite des remises en question brutales, dures. On sait bien, il y a plusieurs moments où tu dis, OK, le problème, le premier gros, c'est vraiment de comprendre que le problème, c'est pas le cheval. Tu vois, tous les chevaux peuvent être le bon chevaux, mais est-ce que, comme tous les instruments de musique, un bon instrument de musique, c'est un bon instrument de musique, mais il faut quand même être un musicien. Et les gens, ils veulent juste prendre la guitare et jouer la guitare, mais ils ne veulent pas devenir un musicien. Devenir un musicien, c'est long, c'est dur. Et quand quelqu'un prend la guitare et fait, et te donne la guitare et tu ne peux pas faire, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la guitare. Hein? Et le cheval, c'est pareil. Quand quelqu'un prend le cheval, il peut faire, et toi, tu ne peux pas faire, ben, c'est pas le cheval. Hein? C'est l'instrument de musique, va bien, le musicien. Pas trop. Et donc, ces remises en question sont dures, c'est inconfortable. Et dépendant de comment on prend, on peut aussi dire fasciné, on peut être fasciné par le schéma à faire ou on peut être frustré par là où on est.
Et au lieu de rester frustré par là où on se trouve, on peut aussi être fasciné par le schéma qui reste à faire et qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce schéma qui peut être très, très passionnant. Donc, je pense que cette remise en question, pour nous les hommes, c'est dur. L'ego, il prend une. Donc, est-ce que c'est ça? Dans le sujet d'éducation cheval, je pense que c'est ça qui fait que c'est un petit peu plus féminin. Peut-être pour beaucoup, éduquer le cheval au lieu de dominer le cheval, c'est un petit peu... C'est quoi ce terme que vous avez en France, cucu de praline? Ouais, cucula praline. Ouais. Tu vois, oui, mais moi, s'il veut aller dans le vent, moi, je vais le mettre dans le vent. Hein. Aller dans le cul, on y veut. Donc, je pense que c'est beaucoup d'hommes d'essayer d'éduquer, de trouver une manière moins violente, moins... Et on voit ça souvent avec les hommes, là où la compétence s'arrête, la violence commence. Mais l'autre choix, c'est de devenir compétente. Donc, pour devenir compétente, il faut faire quoi? Il faut déjà admettre que tu n'es pas. Ouais. Donc, là, pour les hommes, c'est dur. Et ça remise en question parfois après les années. Moi, j'ai mon propre père. Tu vois, moi, je suis parti aux États-Unis, j'ai rentré, soudainement, les chevaux étaient faciles à débarrer. Ils n'étaient pas faciles à débarrer 5 ans avant, ils étaient faciles à débarrer 5 ans plus tard. Donc, soudainement, la génétique de tous nos chevaux a changé. Non. Le musicien, il a changé. L'instrument est resté le même. Et bon, pour lui, c'était un petit peu, ouais, mais c'est bien tout ça. Mais au début, il dit, ouais, c'est bien, c'est bien. Il a mis le mot sur ce que nous, on sait faire déjà. C'est le bon sens. Ouais. C'est un petit peu plus que ça, papa. Ouais, les Américains, ils sont faux. Hein. Et bon, et évidemment, quand j'ai rentré, pour lui, j'ai vu que c'était inconfortable. Et après, bon, il était fier et tout ça, fier de la réussite, et je suis contente. Mais c'est sûr qu'il y avait des remises en question qui sont pas forcément confortables. Donc, est-ce que c'est ça qui fait que les hommes mettent sur le frein et disent « Ah, j'ai pas envie d'être inconfortable, on va laisser ça » et les femmes peuvent se mettre en question plus facilement? Est-ce que ça, c'est quelque chose? Est-ce que c'est aussi parce que nous, jeunes, les hommes, on veut un petit peu d'adrénaline, un petit peu de moto? Et ça nécessite tellement d'empathie. Empathie dans le bon sens, mettre à la place de l'autre, pas mettre l'autre à ta place. Ça, c'est pas empathie, ça, c'est autre chose. Mais mets-toi à la place de l'autre et prendre en conscience ses émotions. Peut-être pour nous, les hommes, c'est plus compliqué. On a objectif réussite, mais comment on organise la situation pour que l'autre pense qu'il réussit en faisant ce que tu veux? Comment, plus dans une idée de aider le cheval à trouver la solution au lieu de forcer ce que tu veux. Et on est quand même direct, les hommes. Tu vois, il y a un petit peu de noir là-bas, je change l'ampoule. Mais c'est comme, on n'est pas très facile, on trouve difficile, je pense, de contourner. Et souvent, avec le cheval, quand on est face à un problème, il faut prendre le schéma un petit peu plus long pour aider le cheval de trouver la solution. Parce que le problème, c'est vraiment le problème. Le problème, c'est la conséquence de l'absence d'éducation. Donc, au lieu de dire problème, le problème, c'est qu'il ne va pas dans le vent. Donnez-moi un balai. Non. Comment je peux faire en sorte qu'il trouve le vent plus confortable que l'extérieur? Comment je peux faire en sorte que mon idée devienne son idée? Comment je peux transformer quelque chose que le cheval voit un petit peu comme un mortuaire? Comment je peux transformer ça en sanctuaire? C'est toute une manière de réfléchir, c'est une dynamique dans le cerveau qui est impressionnante, ça bouge beaucoup. Et je pense que l'homme, le cheval à l'extérieur, il faut qu'il va à l'intérieur. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et pour nous, parfois, c'est un petit peu plus compliqué. À moto, c'est accéléré, ça s'arrête, c'est technique, c'est mécanique. On n'a pas besoin de mettre à la place de la moto, on n'a pas besoin de réfléchir sur les émotions de la moto, on n'a pas besoin de prendre en conscience ses peurs, ses anxiétés, ses stress. Moto, c'est plus simple. Donc, je pense qu'il y a plein de choses. Ce n'est pas pour critiquer les hommes, un homme peut être, et il y a énormément, il y a des hommes très bons hommes de chevaux, même avec un petit âge. Mais la démarche psychologique est plus inconfortable, ça demande plus que nous, on fait un sacré yoga de cerveau pour arriver de ne pas être direct. Parce que le chemin vers la réussite avec le cheval n'est pas. Ouais. C'est pas juste, on commence là, on arrive là. C'est parfois, il faut faire un petit peu de chemin, le chemin plus long pour arriver sans confrontation, sans forcer,
et que ça marche plus. La psychologie et tout ça, c'est un petit peu plus complexe pour nous. Ouais. C'est aussi la manière qu'on est. On est problème-solution, on est comme ça. On a besoin de nourriture. Ouais, Ça. trouver rapidement. Ouais. Et cette manière de prendre le schéma plus long et de réfléchir et de mettre en place plus de philosophie, plus de psychologie, plus de la manière de réfléchir comme ça, c'est moins direct pour nous. Donc c'est compliqué. Et peut-être ça aussi, c'est une des raisons. Mais surtout, souvent on pense que oui, éduquer, c'est douceur, c'est gentillesse, c'est plein de choses. Ce qui n'est pas, parce qu'il faut être ferme parfois. Dans le bon sens, pas ferme pour punir ou ferme pour être ferme, mais c'est vraiment mettre en place chaque demande assez clairement et que ce soit bien fait. Donc, c'est pas qu'il y a une absence de fermeté, c'est juste que quand ça va bien, comme j'ai bossé aux États-Unis, ils disent, si tu fais ça bien, on ne devrait pas avoir trop de transpiration, on ne devrait pas avoir trop de poussière. Et chaque fois que je me suis trouvé en train de transpirer avec la poussière, je savais que j'étais pas sur le bon schéma. Ça peut être effectué avec un minimum de poussière, un minimum de transpiration. Ça ne veut dire pas qu'on peut tout éviter. Mais si on est dans la violence, le stress, la transpiration, la poussière, on a probablement été trop direct. Et on n'est pas assez mis en place le modelage, les étapes. On n'a pas amené le cheval vers la bonne solution. On est forcé de faire. Même l'idée de ne pas utiliser les aides pour obtenir les réponses, mais utiliser l'enlèvement de l'aide pour éduquer la réponse, c'est une gymnastique. Et peut-être pour nous les hommes, c'est un petit peu plus dur d'être moins direct que notre cerveau. Il va problème-solution. C'est pas aussi simple. Ouais. Ok, très bien. Pendant ma formation, tu m'avais conseillé de m'orienter sur la formation des futurs professionnels plutôt que les particuliers. C'est ce que j'ai fait et ça a été vraiment un déclic pour moi. Qu'est-ce qui rend selon toi la formation professionnelle si importante? Je ne me souviens pas de tout. Après, c'est vrai que je parle avec beaucoup de gens. Je ne me souviens pas d'avoir donné des conseils, mais il est absolument vrai que je trouve que la seule manière qu'on peut faire en sorte que, comme Nadia elle dit souvent, faire en sorte que l'équitation éthologique n'existe pas, que ça devient un parti intégrant, je crois que c'est intégrante, Oui, intégrante, ouais. de l'équitation, et que quand on apprend l'équitation, on en apprend comment le chevaux apprend l'équitation aussi, et pas juste faire des techniques équestres. Je crois que si on peut former des professionnels, ça va descendre et entrer dans la culture. Mais si on aide les gens, ça a un petit peu... C'est le colibri qui amène un petit peu d'eau sur le feu, mais bon, ça va être long. Ou si on peut aider des professionnels et eux, ils peuvent aider leurs élèves, là, on peut créer quelque chose. C'est assez long, de toute manière, moi, je trouve. C'est un petit peu impatiente que la science, que la compréhension de l'animal entre dans l'équitation. Mieux que là où on est. Mais la seule manière que je vois où on peut faire un truc qui a un type de roue qui tourne, c'est de former des professionnels qui forment des élèves et que certains élèves deviennent les professionnels qui forment les élèves. Et qu'en touchant des professionnels, on peut aider beaucoup de gens. Mais si je retourne sur le présentiel et j'aide Marie avec son chargement dans le vent, tu vois, j'aide Marie et j'aide son cheval, mais ça ne change rien. Donc, je pense que former des professionnels, c'est très important. Une autre raison que ça m'intéresse, la formation professionnelle, c'est que je suis conscient de le taux de gaspillage, entre guillemets, chez les chevaux, mais aussi chez les gens. Et le nombre de professionnels qui arrêtent la passion dans les 3 à 5 ans qui suivent la formation. Il y a quelque chose comme 85%, ils sont déjà arrêtés quelques années après leur formation. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Pourquoi il y a autant de gens qui arrêtent? Peut-être ils sont passionnés par le cheval et qui trouvent que finalement notre métier, c'est pas éducation cheval, notre métier, c'est éducation humaine. Peut-être c'est ça. Mais je trouve que quand nous, on forme des professionnels, surtout sur la longue durée ici, tous ceux qui sont venus et on est formés, eux, ils entrent dans le milieu équestre et ils sont encore là. Moi, ça fait plus que 20 ans maintenant, 20-25 ans que je suis en France. J'ai les gens que j'ai formés la première année.
certains qui sont de très très bons amis, ils sont encore à fond dans le milieu équestre, avec des très très bonnes réussites dans le milieu équestre, soit en faisant des débarrages, soit en faisant des différentes formations. Mais de tous les groupes de 6 à 8 cavaliers par an que je formais il y a 25 ans, il y a 6 à 8 qui sont encore à fond dans le milieu équestre, peut-être même 7, 25 ans plus tard. Ce n'est pas du tout le statistique normale de formation professionnelle. Donc pourquoi mes élèves continuent? Et je pense qu'on remet le cheval au centre de l'équitation, que les gens deviennent passionnés par l'éducation de l'animal, et pour éduquer l'animal, il faut éduquer les humains, et soudainement, ils se trouvent dans un... Mais si c'est juste mettre au milieu d'un carrière, mettre les deux mains derrière le dos et dire, Cyril, garde tes talons vers le bas, regarde où tu vas, levez le menton un petit peu, gardez le dos droit, ne tire pas. Mais combien de temps on peut faire ça? Avant qu'on dise, oh, c'est horrible. Mais quand on met le cheval au centre de cette passion, quand on est passionné par l'animal et on est passionné pour aider l'animal, il faut que j'aide le cavalier. Et à partir de ça, on est dans quelque chose qui est passionnant. Et si les gens ils arrêtent, c'est parce que c'est pas passionnant. Ouais. Donc, je pense qu'on aide le professionnel, on aide le milieu équestre. Et deux, je pense que pour des professionnels qui veulent garder la passion, il faut entrer plus dans l'éducation de l'animal, éduquer les humains pour éduquer l'animal. Le sujet devient passionnant, on reste passionné. Et 30 ans plus tard, on est aussi passionné. Moi, j'ai démarré tout ça. La première démonstration d'un homme de cheval que j'ai vu, c'est 1988. Donc, c'est date. Et je suis aussi passionné. Tu dis, tu vas en faire un petit truc, je t'interviewe. Normalement, ça va prendre, 45 minutes, 1 heure. Tu vas bien. Moi, je suis tellement passionné que ça va prendre 2. Oui, effectivement, je trouve que se concentrer sur les professionnels, ça amène aussi plus de sens, quoi, parce que déjà pour eux-mêmes, comme tu disais, il y a vraiment du gaspillage, mais du coup, cette idée d'éducation, ça amène vraiment le pourquoi dont tu parlais tout à l'heure, tu vois. Si tu devais résumer rapidement ce que le cheval t'a appris sur la vie, alors j'aime bien le rapidement, ce que le cheval t'a appris sur la vie et sur les humains, ce serait quoi? La liste est longue et je dois faire rapidement. Non, j'aime bien, comme je disais il y a quelques instants, je parlais de le mot empathie, mais mettre à la place de l'autre et pas mettre l'autre à ta place. Je crois que l'humain peut tellement apprendre de ça. Peut-être dans notre époque un petit peu moderne, j'ai l'impression parfois que je vais bien faire quelque chose pour toi, mais toi tu fais quelque chose pour moi. Tout est conditionnel. Et si tu attends que ton cheval te file quelque chose, te donne quelque chose, tu rêves. Tes objectifs ne sont pas importants pour lui. Ouais. Pour le cheval, vos objectifs, il est strictement rien. Ça n'a aucune importance. Mais par contre, ces objectifs devraient être très importants pour nous. Donc, comment je peux occuper de ces objectifs sans forcément que j'attende? C'est un petit peu... C'est une passion presque inconditionnelle. Moi, je veux bien faire les choses pour toi, j'attends rien en retour, mais je fais ça parce que si je peux t'aider avec ça, je peux t'aider. Mais je trouve que ça fait du bien pour l'homme. Est-ce que je peux faire quelque chose sans forcément que le cheval ne veut pas me filer un cadeau? Ouais. Mais par contre, son réussite à lui, le fait qu'il est bien éduqué, tu peux être fier de ça. Et ça, c'est le retour que je peux avoir. Quand j'éduque un cheval, je peux dire, regarde, mon cheval, il va bien. Il va bien, il n'est pas stressé, il n'est pas peureux, il n'est pas anxieux, il n'est pas sur la défensive, il n'est pas dangereux, il est bien, il va bien, il est bien, il est dans son troupeau, tout va bien. Et ça c'est la satisfaction que donc je ne peux pas dire que je ne reçois rien, je reçois une vraie satisfaction d'avoir un animal qui va bien. Mais lui, il ne me donne rien. Donc, je pense que c'est empathie où tu dis, je vais faire ça pour un autre, mais je n'attends pas. C'est pas, moi, je veux bien. Toi, tu vois, je fais une interview avec toi, mais il faut que tu me files un truc. Tout est conditionnel. Avec le cheval, je pense qu'on enlève ça. On est presque dans un non-conditionnel et j'aime bien. L'éducation de l'animal, mettre à la place de l'autre, de réfléchir et mettre vraiment à la place de l'autre. Sans anthropomorphisme, c'est dur. Donc ça, c'est fait du bien pour l'humain. Il y a sans doute autre chose, un petit peu plus mystique
mais sans magique et sans besoin de partir dans les choses où il faut fumer un champignon pour le comprendre. Je pense qu'il y a quand même des choses assez lucides, mais je sais très bien, même ma mère qui a eu Parkinson's, quand elle était sur un cheval, elle était mieux. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est important? Est-ce que j'ai besoin de savoir? Non. L'extérieur du cheval fait le bien pour l'intérieur de l'homme. Donc, il y a quelque chose là-dedans que je trouve assez fascinant. Je n'ai pas toujours envie d'aller faire quelque chose avec un cheval, mais quand je le fais, j'aime bien. Donc, il y a quelque chose avec l'extérieur d'un cheval qui fait le bien pour l'intérieur de l'homme. Il peut amener tellement de choses, parce que c'est sûr que c'est un parcours. C'est haut et bas, il y a les journées qui sont bien, il y a les journées qui sont plus difficiles. Il y a les journées où on se bloque, on se met en question beaucoup. C'est un parcours, la vie, c'est un petit peu le horsemanship, la compétence en cheval. Tu passes par toutes les émotions de la vie, la réussite, la remise en question, les échecs, les réussites. Tout, c'est un parcours. Je pense que c'est une forme d'entraînement pour l'homme, d'entrer dans un truc. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est inconfortable? Souvent. Est-ce que tu veux être un très bon homme de cheval, un professionnel dans le milieu équestre? Est-ce que je vais avoir la nuit blanche? Oh oui. Tu vois, absolument. Ouais. Quelques-uns. Et est-ce que c'est bien pour moi d'avoir la nuit blanche? Pour la santé directe, peut-être pas, mais sur le long terme, oui, c'est très, très bien. C'est inconfortable. Il y a autre chose que tu peux faire pour être plus confortable. Je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, mais c'est quitter cette zone de confort, de mettre à la place de l'autre. Tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et on apprend d'autres choses. On apprend d'être passif, on apprend d'être persistant. On apprend de faire face à des difficultés. On apprend de résilience. Il y a des choses, tu vas avoir des déceptions. Il ne faut pas rentrer sur le parcours sans penser. Quelques semaines avant le Jeux équestres mondial en 2014, mon cheval était boiteux. Tout était préparé. Ah bah, changement de plan. Ouais. Je suis en réserve. Mais, tu vois, il y a des grosses déceptions. Tu vois, n'importe quel sportif de haut niveau, il y a des déceptions. Si tu ne veux pas la déception, il ne faut pas jouer. Mais est-ce que ça fait du bien? Oui, ça te forme comme humain. Et je n'ai rarement mettre un homme de cheval qui est un excellent homme de cheval, qui n'était pas quelqu'un de bien. Même s'il faut avoir un petit peu grincheux, un petit peu dur avec les humains, parce que le mieux qu'on prend le cheval, le plus qu'on est déçu par les humains. Mais c'est quand même les gens bien. Parfois un petit peu trop honnête. Parce que si un humain est brutalement honnête, c'est brutal. Oui. Mais il peut être brutalement honnête avec lui-même et il peut être brutalement honnête avec le cheval. Si tu es brutalement honnête avec la vérité, ça ne plaît pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas prêt. Ray Hunt, c'était un homme de cheval exceptionnel. Un homme bien, mais brutalement honnête. Tout le monde n'était pas prêt pour recevoir la vérité. Tu vois, quand moi je dis la vérité, c'est que le problème, c'est pas le cheval. Lui, il disait pareil, mais wow. Et il était honnête. Il disait, moi, je n'ai pas besoin de faire plaisir à vous. Moi, j'ai besoin de faire plaisir à l'homme qui me regarde dans le miroir. Si je suis clair avec lui, je n'ai pas besoin d'être... Je dis, oh, oui, mais quand même. Mais tous les hommes de chevaux que je connais, qui sont vraiment de très, très bons hommes de chevaux, et certains évitent de travailler avec les humains. Ils travaillent qu'avec les chevaux. Ouais. Et c'est toujours le genre fascinant et très, très bien. Le cheval, en étant un homme de cheval, si tu deviens un très bon homme de cheval, tu penses que tu deviens un très bon homme avec un grand H, parce que tu ne peux pas arriver d'être un très bon homme de cheval sans être un très bon homme humain. Et quand je dis deviens le humain que votre cheval a besoin, je pense que si tu suis ce parcours, tu deviens un meilleur humain. Je pense que le cheval améliorerait l'humain. Très bien. C'est vrai que depuis petite, moi j'entends une phrase qui vient de me revenir, mais l'équitation c'est un peu l'école de la vie. On nous l'a toujours répété. Et plus j'avance, plus ça confirme. L'équitation et plus même le cheval, quoi. Plus le cheval et plus cette notion d'éducation, parce qu'on peut tomber dans l'équitation, on peut tomber dans le technicien équestre. Oui. Et la vie, c'est pas une technique. C'est quoi la technique pour vivre en vie? Il n'y a pas. Tu vois, la vie, c'est pas une technique. Et l'équitation, c'est pas une technique. Il ne faut pas devenir technicien, il faut devenir animalier.
Et si on devient animalier, passer qu'on met à la place de l'autre, on devient quelqu'un de bien. Mais c'est avant tout, pas de technicien, pas de pilote, animalier. Et à partir de ça, je pense que ça fait du bien pour l'humain. Et oui, est-ce qu'il y a la remise en question? Oui. Est-ce que ça fait du bien? Oui. Super. On en vient à notre avant-dernière question. Si tu devais donner une phrase à quelqu'un qui pense qu'il vient de trop loin, qu'il est trop vieux, trop tard ou pas fait pour, ce serait quoi? C'est les excuses. Mais les excuses, c'est très, très facile. Souvent, c'est croyances limitantes. Dans les exemples-là, c'est je ne pense que je ne peux pas. Mais une croyance limitante, souvent, il vient de la peur. Derrière le peur, c'est la racine. C'est un truc assez horrible. C'est un frein de la vie. Si tu veux freiner ta vie, vivre dans la peur. Et avec la peur, qui peut être la peur d'être inconfortable, la peur d'essayer, la peur de sortir de le troupeau. Et de dire, je vais essayer de faire un truc un petit peu différent. Mais derrière beaucoup de ces phrases-là, c'est la racine, le premier élément, c'était la peur qui amène, pareil, critique, jugement, qui amène des croyances limitantes. Parfois, c'est bagages émotionnels. Oui, mais j'ai déjà essayé, j'ai eu un échec. Ouais, le passé, c'est pas le futur. En aucun cas, le passé, qui n'est pas eu. Moi, j'ai les échecs presque quotidiens. Je pense que j'ai, limite, l'autre jour, j'ai parlé avec un groupe et je me suis dit, probable que j'ai fait plus les échecs que des réussites. Ouais, j'ai engagé, j'ai fait un marathon, mais j'ai eu un autre projet pour courir. Je n'ai pas réussi celui-là. Je me blessais en faisant la préparation, échec. Mais c'est pas grave, j'ai essayé. Et si on a peur de faire les échecs, on ne fait rien. Parce que c'est un sacré frein, parce que oui, mais j'ai peur de ne pas réussir. Eh bien là, ça va être compliqué. J'ai peur de faire un échec. Oh, n'inquiète pas, tu veux faire plein. Je vais faire la liberté, mais j'ai peur que le cheval me quitte. Oh, il veut te quitter. Et alors, c'est pas grave. Il apprend pas à ses erreurs, toi aussi. Pardon. Mais toutes ces choses, là, c'est la racine, c'est la peur. Donc, tu poses la question, pourquoi? Et tu as peur de quoi? Tu es trop vieux. Écoute, j'ai 55. Oui, j'ai commencé il y a longtemps. Est-ce que je pense que ça va s'arrêter bientôt? Non. Est-ce que je me vois dans ma golfette encore passionné et en train d'enseigner? Oui. Mais non, on n'est pas trop vieux pour faire quoi. Moi, j'ai appris à surfer. J'adore le surf, mais j'ai appris à surfer à 50 ans. J'ai commencé à courir à 54, 53, quelque chose là. J'ai pris mon premier abonnement dans une salle de fitness à 55. Non, on n'est pas trop vieux pour grand-chose. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc ça, c'est trop facile. Ça, c'est une excuse. On est trop vieux pour être bien avec le cheval? Absolument pas. Tout le monde peut apprendre. En plus, le cheval, c'est relativement simple. Et ça fait du bien pour l'humain de mettre dans cette... Comme on est déjà déterminé, ça fait du bien pour l'homme. Il y a tellement des excuses que je peux avoir. Je ne me souviens pas de tous les exemples que tu viens de citer, mais moi, je ne peux pas faire comme Pat Pirelli et les autres. Je ne peux pas être... Parce que je n'ai pas assez d'argent. Et tu trouves une solution. Et moi je disais, je veux bien aller aux États-Unis, mais je n'ai pas assez d'argent. Et il me dit, si tu veux assez, tu vas trouver une solution. Et je mal pris. J'ai dit, quelle arrogance. Il est arrogant. Si vraiment tu veux, tu vas trouver une solution. Mais j'ai trouvé une solution. Même si c'est gagner un bourse, mais j'ai trouvé une solution. Il y a des excuses, c'est facile. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui me disait, jeune, il disait, ouais, mais mieux vivre la vie comme une exclamation que comme une excuse. Et je disais, ouais, j'aime bien plus une exclamation qu'une excuse. Donc, les excuses sont souvent la peur. Je pense que c'est bien d'identifier quelle est la peur qui fait que je n'avance pas. Enlève celui-là. Et c'est quoi le pire qui peut arriver? Souvent, c'est pas très mal. Non. C'est quoi le pire qui peut arriver? Souvent, c'est pas très mal. Donc, et c'est quoi le mieux qui peut arriver? Ça peut marcher, tu peux réussir. Ah oui,
Eh bien, c'est la fin de ce podcast. Je suis vraiment désolée, j'ai eu une erreur de téléchargement. Il y a quelques minutes de fin qui ont été complètement coupées par l'enregistreur. C'est la première fois que ça m'arrive et il fallait que ça arrive avec Andy Booth, évidemment. Bon, j'espère quand même que cette grosse partie vous aura plu et on se retrouve pour l'épisode 6 avec Nadia Salé qui est donc responsable pédagogique à l'école Andy Booth justement et qui nous parlera de savoir-être. Merci, à bientôt.